Une nuit peut fissurer tout un bataillon. À Ouagadougou, dans une base écrasée de soleil, un dossier tombe sur le bureau. Un espion a été identifié au cœur de l'unité et le nom glacé est celui de Moussa Diallo, ami, pilier, frère d'armes. Les preuves s'alignent, messages, codés, interceptés, virements suspects, échanges murmurés près de l'enceinte et autour, les officiers attendent une sanction immédiate pour étouffer la peur. Que ferait-on à la place d'Ibrahim Traoré quand l'autorité, la cohésion et peut-être le destin du Burkina Faso tiennent à une seule décision? Ce récit promet d'aller au-delà du verdict attendu pour éclairer ce qui se joue vraiment quand la justice militaire rencontre la fragilité humaine. Il s'agit de comprendre comment une décision, prise en quelques heures, peut redéfinir l'autorité, la loyauté et la confiance au sein d'un groupe forgé par le combat. L'enjeu est simple à formuler, difficile à trancher, préserver la discipline sans briser l'âme collective. Derrière le cas de Moussa Diallo se dessinent des questions plus larges, celles qui traversent toutes les armées en temps de guerre asymétrique où la pression ne vise plus seulement les soldats, mais leurs familles. À travers le regard d'Ibrahim Traoré, le récit montrera comment un commandement peut vaciller, puis se reconstruire face à un dilemme où chaque option comporte un coût moral et stratégique. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le sort d'un homme, mais la crédibilité d'un leadership, la cohésion d'une unité et la sécurité d'un pays confronté à des ennemis capables d'exploiter la moindre faille humaine. La révélation change tout en 2 phrases. La trahison n'est pas née d'un appât financier, mais d'un chantage ciblé. Une enfant de 12 ans a été enlevée pour forcer un soldat à obéir. Ce détail, minuscule à l'échelle d'une guerre, reconfigure pourtant l'ensemble du dossier. Revenir en arrière permet de mesurer l'onde de choc. Quelques mois plus tôt, Moussa Diallo n'était qu'un jeune sergent appliqué, respecté pour son sang-froid et sa loyauté. Dans les opérations précédentes, il s'était illustré par des gestes simples mais décisifs, couvrir un repli, secourir un blessé, tenir une position sans faiblir. Rien dans son parcours ne laissait présager une rupture. C'est précisément ce contraste qui rend la découverte insoutenable pour le commandement. La trahison n'est pas périphérique, elle surgit au centre du dispositif. Le contexte militaire est celui d'une guerre asymétrique, où l'ennemi cherche moins la confrontation directe que la faille humaine. Les transmissions interceptées, les mouvements financiers suspects et les témoignages concordants dessinent une carte invisible de pression nocturne. Chaque élément pris isolément pourrait prêter à doute. Ensemble, ils forment un faisceau cohérent, difficile à contester. Dans cette configuration, la règle est claire. La sanction doit être rapide pour éviter la contagion du soupçon. Pourtant, le temps joue contre la certitude. Plus les preuves s'accumulent, plus une question s'impose. Comment un soldat réputé incorruptible a-t-il pu basculer sans être repéré plus tôt ? La réponse ne se trouve ni dans l'idéologie, ni dans l'argent, mais dans un levier plus intime, souvent négligé par les doctrines classiques. En comprenant cela, Ibrahim Traoré se retrouve face à un dilemme inédit. Appliquer la loi telle qu'elle est écrite ou reconnaître que la nature du conflit a déplacé les frontières même de la responsabilité. Moussa Diallo devient alors le point de focale d'une crise qui dépasse sa personne. Âgé de 26 ans, engagé depuis moins d'1 an sous le commandement direct d'Ibrahim Traoré, il incarnait ce que l'unité valorisait le plus: endurance, discrétion, solidarité. Dans les bivouacs, on le décrivait comme celui qui parlait peu, mais agissait vite, celui à qui l'on confiait une mission délicate sans poser de questions. Cette réputation explique l'onde de choc immédiate lorsque son nom apparaît dans le dossier. L'impact se fait sentir dès les premières heures. Les officiers échangent des regards lourds, les soldats murmurent à voix basse. Le doute s'installe, insidieux. Si Moussa a pu trahir, qui d'autre pourrait vaciller ? La confiance, pilier invisible de toute unité combattante, se fissure. Certains réclament une réponse exemplaire pour refermer la brèche, d'autres redoutent qu'une sanction brutale n'aggrave les fractures internes. Un premier cas concret cristallise ces tensions. Lors d'une patrouille de routine, 2 soldats hésitent
à partager des informations sensibles, craignant qu'elles ne soient à nouveau compromises. Ce simple retard opérationnel, sans conséquences immédiates, révèle pourtant un danger plus profond, la paralysie progressive née de la suspicion. La trahison supposée de Moussa ne menace pas seulement une opération passée, elle altère la capacité du groupe à agir ensemble. Dans ce climat, le rôle du commandement devient central. Chaque geste, chaque mot est interprété comme un signal. L'affaire Moussa agit comme un révélateur précoce. Ce qui se joue n'est pas seulement la sanction d'un homme, mais la manière dont une unité affronte la peur sans se désagréger. Le dilemme prend corps, concret, immédiat. Tout s'accélère le matin où le dossier est officiellement ouvert. Avant, la routine militaire imposait son rythme, briefing à l'aube, patrouille coordonnée, retour silencieux sous la poussière. Après, chaque minute semble chargée d'électricité. L'activation est nette. Les preuves sont posées sur la table. Triées, recoupées, validées par 3 sources distinctes. Les transmissions interceptées confirment des échanges réguliers. Les mouvements financiers, modestes mais récurrents, dessinent une trajectoire anormale. À ce stade, la procédure exige une réaction ferme. L'exécution immédiate est évoquée comme une évidence, presque un réflexe hérité de traditions anciennes. Le point de bascule survient lorsque Moussa Diallo est conduit devant le commandement. Le face-à-face est bref, tendu, sans emphase. Les faits sont exposés un à un. Moussa nie d'abord, puis se tait. Le silence pèse plus lourd que les accusations. Les officiers attendent un ordre clair, convaincus que la rapidité évitera la propagation du doute. Ibrahim Traoré, lui, observe. Il mesure l'écart entre la rigueur du règlement et la réalité humaine qui se tient devant lui. Le paroxysme est atteint quand Moussa s'effondre et parle. La révélation est brutale. Sa sœur, âgée de 12 ans, a été enlevée. Les menaces sont précises, répétées, accompagnées de preuves de vie. Chaque information transmise aux rebelles était une tentative désespérée de gagner du temps, d'éviter l'irréparable. Les transferts d'argent, inférieurs à 3 millions de francs CFA au total, n'ont servi qu'à alimenter l'illusion d'une négociation possible. Ce moment fracture la lecture du dossier. La trahison reste réelle, mais son moteur apparaît sous un jour nouveau. La tension monte d'un cran. 2 lignes s'opposent. D'un côté, ceux qui estiment que la discipline ne souffre aucune exception, même face au chantage familial. Ils rappellent que l'histoire militaire regorge d'exemples où la faiblesse perçue a conduit à l'effondrement d'unités entières. De l'autre, des voix plus hésitantes soulignent que l'ennemi exploite désormais des leviers que les codes anciens ne prévoyaient pas. Le débat n'est plus théorique. Il engage la survie morale du groupe. Les répliques se font sèches, chaque argument appelle une conséquence. Sanctionner, c'est préserver la règle, mais risquer de briser la confiance. Épargner, c'est sauver un homme, mais ouvrir la porte aux soupçons. Ibrahim Traoré tranche provisoirement en suspendant la décision. Il demande le silence, renvoie les officiers et s'isole avec le dossier. Ce choix intermédiaire, inhabituel, produit un premier effet de choc. Le camp retient son souffle. L'incertitude devient collective. Les répliques se propagent rapidement. Des rumeurs circulent. Certains soldats y voient un signe de faiblesse, d'autres une preuve de courage. Les opérations continuent, mais avec une vigilance accrue. La trahison supposée de Moussa a déjà laissé une empreinte durable. La cohésion est testée, la loyauté interrogée, et chacun comprend que l'issue de cette affaire dépassera largement le sort d'un seul homme. Elle marquera un avant et un après dans la manière de commander et d'obéir. Avant la révélation, le dossier semblait limpide. Une trahison avérée appelait une sanction immédiate. Après l'aveu, les mêmes éléments prennent un sens différent sans perdre leur gravité. Ce glissement de la certitude à la complexité repose sur des faits mesurables qui ne disparaissent pas avec l'émotion. D'abord, les flux financiers. Les relevés bancaires montrent des transferts cumulés inférieurs à 3 millions de francs CFA étalés sur plusieurs semaines. Pris isolément, le montant est faible pour un mobile mercenaire. Expliqué, il devient un signal de contrainte. Cette somme correspond à des versements fractionnés, compatibles avec une logique de rançon progressive, plutôt qu'avec un enrichissement personnel. Elle ne blanchit pas l'acte, mais elle en précise la nature. La trahison n'a pas été achetée au prix fort. Elle a été arrachée par la peur. Ensuite, la frayée, la fréquence des communications.
Les interceptions révèlent une augmentation nette des échanges sur une courte période, concentrés autour de créneaux nocturnes. Avant, les contacts suspects étaient sporadiques. Après l'enlèvement, ils deviennent réguliers, presque mécaniques. Cette bascule temporelle suggère une pression continue, organisée, et non une initiative autonome du soldat. Là encore, le chiffre n'excuse rien, mais il éclaire la dynamique. Il montre comment l'ennemi structure le chantage pour maintenir un contrôle constant. Puis, l'âge de l'otage, 12 ans, ce nombre, froid en apparence, pèse lourd dans l'analyse. Il explique pourquoi la menace est crédible et pourquoi le délai de réaction est court. Une enfant de cet âge ne peut ni fuir ni se protéger. Cette donnée transforme la lecture stratégique. Le levier utilisé n'est pas idéologique. Il est affectif, ciblé et redoutablement efficace. Chaque chiffre appelle une interprétation précise. Ensemble, ils dessinent un schéma connu des conflits asymétriques modernes, frapper la périphérie pour atteindre le centre. Les doctrines classiques mesurent la loyauté par l'absence de gains matériels ou de convictions ennemies. Ici, les indicateurs montrent autre chose. La loyauté est fracturée par une menace extrême exercée hors du champ de bataille. Cette réalité complique l'application mécanique du règlement. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est d'éviter deux erreurs symétriques. La première serait de réduire l'affaire à des statistiques et d'ignorer la dimension humaine au risque d'appliquer une justice aveugle. La seconde serait de dissoudre la règle dans l'émotion, au risque d'envoyer un signal de permissivité. Les chiffres servent alors de garde-fou. Ils rappellent que la trahison a eu lieu, qu'elle est documentée et qu'elle a mis des vies en danger. Mais ils indiquent aussi que le mode opératoire de l'ennemi évolue plus vite que les cadres disciplinaires. Cette lecture quantitative nourrit une décision intermédiaire. Elle permet de penser une réponse graduée, proportionnée aux faits et à leur cause. La discipline ne disparaît pas. Elle se reconfigure pour intégrer un paramètre nouveau, la vulnérabilité des familles comme champ de bataille. À ce stade, le dossier cesse d'être un simple cas de justice militaire. Il devient un test de lucidité stratégique où les nombres, loin de clore le débat, obligeant à le déplacer. L'argument le plus dur est aussi le plus ancien. Une armée ne survit que si la règle est appliquée sans exception. Selon cette ligne, la trahison de Moussa Diallo, quelle qu'en soit la main soit les causes, a exposé des positions, mis des vies en danger et créé un précédent dangereux. La sanction immédiate serait alors un signal clair. Personne n'est au-dessus du serment. Les partisans de cette thèse rappellent que la peur de la punition est parfois le dernier rempart contre l'effondrement de la discipline, surtout dans des contextes où l'ennemi cherche à semer la défiance de l'intérieur. Un second argument, plus pragmatique, complète cette position. En épargnant Moussa, le commandement risquerait d'encourager des stratégies similaires. Si les rebelles comprennent que le chantage familial peut atténuer la sanction, ils multiplieront les enlèvements ciblés. La clémence deviendrait alors un multiplicateur de risques. Dans cette logique, la rigueur n'est pas une cruauté, mais une mesure préventive destinée à protéger l'ensemble de l'unité à long terme. Face à ces arguments solides, la réponse ne peut être sentimentale. Elle s'appuie sur les faits établis. D'abord, l'exécution n'aurait pas empêché l'enlèvement initial, ni garanti la sécurité future des familles. Ensuite, les données montrent que Moussa n'a pas agi par conviction ni par profit, mais sous contrainte directe. Cette distinction ne supprime pas la faute, mais elle modifie la manière de la traiter. Enfin, l'expérience d'autres conflits indique que la brutalité systématique n'élimine pas la trahison, elle la rend simplement plus silencieuse et plus difficile à détecter. La contreposition défendue par Ibrahim Traoré repose sur un calcul différent. Punir sans comprendre peut préserver la façade de l'autorité, mais affaiblir la confiance réelle. A l'inverse, reconnaître la complexité sans renoncer à la sanction peut renforcer l'adhésion au commandement. La réponse n'est ni l'impunité, ni l'exemplarité aveugle, mais une justice graduée, capable de dissuader sans nier l'humanité. Ce choix n'efface pas le risque, il le déplace. Il parie que la loyauté née du respect peut, dans certaines conditions, être plus solide que celle imposée par la peur. Ce basculement marque le cœur du dilemme. En cessant de voir la clémence comme une faiblesse, le commandement explore une option rarement assumée en pleine crise,
retourner la trahison contre ceux qui l'ont provoquée. L'idée n'est pas de nier la faute, mais de l'encadrer, de la canaliser, puis de l'exposer au grand jour. Dans ce cadre, la sanction n'est plus seulement punitive, elle devient instrumentale. Le raisonnement est froid, presque mathématique. Si Moussa a été contraint, il peut l'être encore, mais cette fois sous contrôle. Les communications existent, les canaux sont connus, les attentes de l'ennemi prévisibles. En maintenant le contact surveillé à chaque étape, il devient possible de transformer une vulnérabilité en levier opérationnel. Cette approche exige une discipline renforcée, non relâchée. Elle suppose une confiance minimale, strictement conditionnelle et une surveillance constante. Pour Ibrahim Traoré, ce choix redéfinit l'autorité. Commander ne consiste plus seulement à trancher, mais à absorber le risque pour mieux le redistribuer. La clémence cesse d'être un geste moral isolé. Elle s'inscrit dans une logique de protection collective. Ce point médian reconfigure tout le récit. La question n'est plus de savoir s'il faut punir ou pardonner, mais comment une décision atypique peut produire un avantage tangible sans dissoudre la règle commune. Les conséquences se déploient rapidement et touchent des cercles distincts mais interconnectés. Pour le commandement d'abord, la décision modifie la nature de l'autorité. En choisissant une voie conditionnelle plutôt qu'un verdict expéditif, Ibrahim Traoré assume une responsabilité accrue. Il devient comptable non seulement de la discipline, mais aussi des effets secondaires de sa clémence. Chaque succès renforce sa crédibilité. Chaque échec potentiel l'exposerait sans filet. Cette posture engage le leadership dans une logique de résultats observables et mesurables plutôt que dans la seule conformité au règlement. Pour les soldats, l'impact est immédiat. La peur diffuse d'une sanction aveugle recule, remplacée par une vigilance nouvelle, les échanges deviennent plus francs. Certains hommes signalent des pressions jusque-là tues par crainte d'être assimilés à des traîtres. La loyauté change de nature. Elle ne repose plus uniquement sur la crainte, mais sur la conviction que le commandement écoutera avant de juger. Cette évolution n'élimine pas le risque de trahison, mais elle réduit le silence qui l'entoure. Les familles constitue le troisième cercle. En reconnaissant que le chantage familial est un champ de bataille à part entière, la décision ouvre la voie à des mesures de protection et de soutien. Le message implicite est clair, la vulnérabilité des proches n'est plus un tabou individuel, mais un enjeu collectif. Cette reconnaissance apaise une anxiété diffuse, souvent invisible, qui fragilisait la cohésion sur le long terme. Enfin, l'effet s'étend à la nation. L'affaire dépasse le cadre du camp pour devenir un symbole débattu. Certains y voient une justice trop souple, d'autres un signe de maturité stratégique. Dans l'espace public, la figure d'Ibrahim Traoré incarne un leadership capable d'arbitrer entre rigueur et adaptation. Cette perception n'est pas sans risque politique, mais elle nourrit une réflexion plus large sur la manière de conduire une guerre où les lignes de front sont autant psychologiques que territoriales. Pour appuyer cette lecture, un signe concret apparaît. Après la mise en place du dispositif, aucun incident interne majeur n'est signalé sur la période immédiate et plusieurs tentatives de manipulation sont détectées plus tôt grâce au signalement volontaire. Ce résultat ne garantit pas l'avenir, mais il suggère que la confiance opérationnelle peut produire des gains tangibles. Ainsi, la décision n'a pas seulement sauvé une opération ou une vie, elle a redessiné les relations entre chefs, soldats, familles et institutions. Le pari reste fragile, réversible, constamment exposé à l'épreuve des faits. Mais à ce stade, il montre qu'une autorité qui intègre la complexité peut générer des effets stabilisateurs là où la rigidité aurait peut-être accentué les fractures. À moyen terme, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendante de la manière dont la décision initiale est consolidée. D'abord, une trajectoire prudente se dessine. La justice graduée devient une référence encadrée, non un précédent automatique. Les procédures se précisent, les canaux de signalement se normalisent et le commandement conserve une marge de manœuvre sans renoncer à la règle. Dans cette configuration, la cohésion se stabilise, la vigilance augmente et les tentatives de manipulation sont détectées plus tôt. Le risque demeure, mais il est mieux contenu. Ensuite, une trajectoire plus favorable peut se dessiner. Les soldats intègrent que la loyauté inclut la transparence face aux pressions.
Les familles bénéficient de dispositifs de soutien discrets mais efficaces, réduisant l'efficacité du chantage. L'ennemi perd un levier clé. La confiance verticale et horizontale s'améliore et l'unité devient un modèle reproductible. Cette trajectoire exige constance et pédagogie, expliquer, former, répéter. Elle transforme une crise en apprentissage durable. Enfin, une trajectoire plus tendue peut apparaître. Des rumeurs s'installent, des interprétations divergentes émergent, et la règle devient floue. L'ennemi teste davantage le chantage, misant sur l'ambiguïté. Les signalements diminuent par crainte d'instrumentalisation. Dans ce cas, la fracture interne s'élargit et oblige à un retour brutal à la sanction stricte, au prix d'une confiance durablement entamée. Une recommandation de méthode traverse ces scénarios. Ne pas figer la décision en symbole, mais l'ancrer dans des critères observables. Qui décide, selon quel fait, dans quel délai et avec quelle mesure de contrôle. La clémence n'est soutenable que si elle est conditionnelle, réversible et expliquée. À défaut, elle devient un slogan. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré est d'orchestrer la cohérence, maintenir la ligne, corriger les écarts, et rappeler que l'objectif n'est ni l'indulgence ni la sévérité, mais la protection collective. Les 6 à 12 mois suivants diront si ce pari stratégique se transforme en norme robuste ou reste une exception fragile, tolérée tant qu'elle produit des résultats. Ce dilemme dépasse largement le cadre militaire et rejoint des situations familières Bochand à beaucoup. Pour un responsable d'équipe, la question est similaire. Sanctionner vite pour préserver la règle, ou comprendre avant d'agir pour éviter des dégâts durables. Pour un parent, elle prend une autre forme. Protéger sans encourager l'impunité. Pour un citoyen, elle interroge le rapport à l'autorité et à la justice lorsque les règles rencontrent des réalités humaines extrêmes. Dans chaque cas, la tentation de la solution simple est forte. Punir, rassure, expliquer fatigue. Pourtant, l'expérience montre que les décisions hâtives laissent souvent des cicatrices invisibles. Elles ferment la parole, déplacent les problèmes et reportent la crise. A l'inverse, l'écoute sans cadre peut diluer la responsabilité. Le point d'équilibre est étroit, inconfortable et demande du courage. L'histoire vécue sous le commandement d'Ibrahim Traoré met en lumière une compétence rarement enseignée. La capacité à tenir 2 exigences à la fois. Exiger des comptes sans humilier. Protéger le collectif, sans nier la détresse individuelle. Cette posture n'est pas réservée aux chefs militaires. Elle concerne toute personne amenée à décider pour d'autres, sous pression et avec des informations imparfaites. Pour le spectateur, la question devient personnelle. Que ferait-on face à un collaborateur menacé par un chantage familial ? À un proche ayant commis une faute sous contrainte, l'affaire Moussa ne propose pas de réponse universelle. Elle invite à une méthode, poser les faits, mesurer les conséquences, et choisir en assumant le risque moral. Ce déplacement du regard transforme un récit de caserne en miroir contemporain où chacun peut reconnaître ses propres dilemmes, loin des slogans et des certitudes confortables. La décision ne peut rester isolée, elle exige un cadre opératoire précis pour éviter l'arbitraire. D'abord, il s'agit de formaliser les critères. Qui décide en cas de trahison sous contrainte, sur la base de quels faits vérifier et dans quel délai. Cette clarification protège le commandement autant que les soldats en réduisant l'espace de l'interprétation émotionnelle. Ibrahim Traoré insiste sur une chaîne décisionnelle courte, documentée et traçable. Ensuite, il s'agit de la prévention. Reconnaître le chantage familial comme une tactique ennemie impose des contre-mesures dédiées. Des canaux de signalement confidentiels sont instaurés, permettant aux soldats d'alerter sans craindre une assimilation immédiate à la faute. Cette étape déplace le problème en amont avant que la pression ne produise des actes irréversibles, puis la protection des proches. Sans entrer dans des promesses irréalistes, le commandement coordonne des relais civils et communautaires pour réduire l'isolement des familles. L'objectif n'est pas l'invulnérabilité, mais la réduction du risque perçu, souvent exploité par l'ennemi. Moins la menace semble totale, moins elle est efficace. Ensuite, la sanction graduée. La faute est reconnue, la responsabilité établie, mais la réponse varie selon l'intention et le degré de contrainte. Cette gradation maintient la dissuasion tout en évitant l'exécution automatique comme unique horizon. Enfin, il faut mesurer les effets. Des indicateurs simples sont suivis, nombre de signalements précoces, incidents internes,
confiance déclarée. Cette boucle de retour permet d'ajuster sans renier le principe. À travers cette méthode, Ibrahim Traoré cherche moins à créer une exception qu'à bâtir un modèle opérationnel où la justice reste ferme, mais suffisamment souple pour faire face à la guerre telle qu'elle est devenue. L'image qui revient n'est pas celle d'un verdict, mais d'une scène discrète. Aminata, libérée, assise à l'écart du tumulte, incarne ce que la décision a réellement protégé. Elle rappelle que derrière chaque dossier, il existe des vies qui ne figurent dans aucun règlement. En faisant ce choix, Ibrahim Traoré n'a pas effacé la trahison. Il a refusé qu'elle devienne la seule vérité de l'histoire. Cette nuance, fragile, a redonné du sens à l'autorité. Pour faire le lien avec l'ouverture du récit, on comprend mieux ce qui a changé. Au début, un dossier brûlant menaçait de tout réduire à un geste expéditif. À la fin, une unité tient encore debout, non parce que la peur a été imposée, mais parce qu'un cadre a été maintenu sans renoncer à l'humanité. Moussa reste marqué par sa faute, relégué, surveillé, responsable. Mais l'institution, elle, a appris. Ce moment ne sanctifie pas la clémence, il la replace à sa juste place. Une décision coûteuse, risquée, assumée. Pour Ibrahim Traoré, la leçon n'est pas morale, elle est opérationnelle. Une armée peut survivre à une erreur si elle comprend pourquoi elle a été commise et comment l'empêcher de se reproduire. Elle survit plus difficilement à une justice aveugle qui laisse derrière elle des silences et des rancœurs. Dans ce récit, l'émotion ne conclut pas, elle relie. Elle rappelle que diriger parfois consiste à accepter une part d'incertitude pour préserver l'essentiel. Cette histoire laisse une trace qui dépasse le cadre d'un camp militaire. Elle parle de choix publics, faits sous contrainte, de décisions prises quand aucune option n'est confortable. Elle interroge la manière dont une société juge ses chefs, sur la dureté des sanctions ou sur la capacité à protéger le collectif sans renoncer à la lucidité. En filigrane, elle pose une question civique simple et exigeante. Quelle justice voulons-nous lorsque la règle rencontre l'extrême ? Le cas conduit par Ibrahim Traoré invite à une discussion ouverte, sans slogan. Pas pour ériger un modèle figé, mais pour examiner des principes. Responsabilité, proportion, prévention, confiance. Chacun peut y projeter ses propres contextes, institutions, entreprises, familles, et mesurer ce qui change lorsque l'on écoute avant de trancher sans suspendre l'exigence. La suite appartient au débat. Faut-il codifier davantage ou préserver une marge d'appréciation ? Comment éviter que l'exception ne devienne l'excuse ? Et où placer la limite entre compréhension et complaisance ? Ces questions méritent d'être posées calmement, collectivement, à partir des faits. Le dialogue commence ici, et il gagne à se poursuivre avec rigueur et respect.